reconnaissance, ça a aussi diverses sous-significations. Une des façons de se reconnaître mutuellement, c'est de s'estimer mutuellement. Visiblement, j'ai été estimé par Elvire Game pour qu'elle me propose de venir de Lausanne à Clermont-Ferrand. Et puis je l'ai trouvé assez sympa dans les premiers contacts, parce que j'ai même accepté de venir jusqu'à Clermont-Ferrand depuis ma Lausanne natale. Et à l'époque, je n'avais pas imaginé qu'il y avait des vacances scolaires qui me permettraient de bénéficier de ces magnifiques paysages automnaux que vous avez chez vous. Mais cette estime mutuelle, eh bien, il est évident, cette estime sociale, c'est-à-dire on est aussi plus estimé quand on a une fonction de direction que quand on s'occupe des nettoyages au Quorum Saint-Jean ou chez Michelin. Et donc, il s'avère que les personnes dans la précarité reçoivent une estime sociale assez faible. Alors, il faudra, si on veut favoriser une relation avec l'autre, fondée sur les similitudes, qui vise une intégration créatrice et qui lui permette d'accroître ses capacités, il faudra que j'essaye de lui montrer de l'estime. Évidemment, c'est exactement l'inverse que l'on fait quand on utilise le modèle des déficits. J'estime pour les risques que tu prends. Non, juste le mot risque. C'est hyper intéressant. On aimerait gérer les risques, contrôler les risques. On n'entreprendrait rien si on ne prenait pas de risques. On n'entreprendrait même pas une formation comme ça parce qu'on aurait peur de se faire taper sur les doigts par la mutualité en se disant ça coûte trop cher. Donc en fait, il faut oser prendre des risques de temps en temps. C'est ce que je vous invite à faire. Au-delà de cette reconnaissance mutuelle, donc estime sociale. Deuxièmement, une des reconnaissances mutuelles, c'est la reconnaissance mutuelle sous forme de droit. C'est-à-dire, on se reconnaît mutuellement comme membre du collectivité par un certain nombre de droits que l'on a, que chacun a. Entre autres, peut-être le droit de voter, le droit d'éligibilité, mais on voit tout de suite, quand on prend ces exemples, que tout le monde ne peut pas voter et que tout le monde n'est pas éligible. Alors, il faut étendre la question des droits. Il y a les droits sociaux, il y a les droits au chômage, il y a les droits à l'école, il y a les droits à la santé, il y a les droits de faire un partenariat enregistré quand on est homosexuel. Mais ça donne bien un exemple, c'est-à-dire que ces droits, d'une part, ils sont élastiques, à certains moments, ils s'accroissent, à d'autres, ils diminuent. En Suisse, je crois que c'est un peu comme ça chez vous, les droits sociaux ont plutôt tendance à flancher par les temps qui courent. Mais il y a des droits qui s'élargissent, par exemple par rapport au couple homosexuel, mais tout de suite on se rend compte que les droits ne sont pas les mêmes pour tous. Et qu'il est évident que des personnes dans la précarité, des personnes en état de survie ont probablement des droits qui sont un peu moindres que les miens. Et là-dessus, je n'ai pas tellement de moyens d'agir parce que je ne suis pas à la mairie. Alors, troisième niveau de reconnaissance mutuelle, c'est celle qui me paraît le socle de tout le travail qu'on peut entreprendre au niveau de promotion de la santé avec n'importe quel public, parce qu'il s'agit chaque fois d'interculturalité, je me répète, c'est ce que Ricoeur va appeler la reconnaissance mutuelle sous forme d'approbation. C'est-à-dire approuver l'autre dans son humanité. Alors évidemment, approuver l'autre dans son humanité profonde, ça ne veut pas dire « je vous approuve dans votre humanité ». Ça serait un peu présidentiel et un peu stupide. Comment on approuve l'autre dans son humanité? Eh bien, à l'époque, son humanité ou en tant que membre de plein droit à la communauté. À l'époque, dans les sociétés premières, on utilisait deux techniques, ou deux moyens. Un, c'était la participation au rituel de funérailles, au rituel de moisson, au rituel d'adolescence, etc., où tous les membres participaient. Moi, j'étais arrivé au Nicaragua, je venais de participer à l'enterrement de mon frère dans une petite chapelle où on était quelques personnes éparses. Et je me retrouve quelques jours après dans mon quartier au Nicaragua où il y a un mort inconnu qui meurt dans le quartier.
et tous les gens du quartier ont été conviés à aller s'asseoir sur des chaises dans la rue, à boire le café et à veiller le mort toute la nuit. J'avais vachement plus l'impression d'appartenir à une communauté ce jour-là que le jour de l'enterrement de mon frère. Et donc, le rituel. La deuxième chose, c'est par les échanges de dons et de contre-dons qui ont été étudiés par les anthropologues. Marcel Mauss ayant montré il y a un tout petit peu plus de 100 ans, sauf erreur, que le lien social se créait dans les sociétés premières, dans l'échange de dons, de contre-dons entre les partenaires d'une interaction. Évidemment, les dons et les contre-dons d'objets, par les temps qui courent, on ne les fait plus tellement. Les rituels, vous avez beau être catholique et moi protestant, vos rituels sont quand même pas absolument fantastiquement géantissimes. Enfin, peut-être en Auvergne, mais je ne sais pas. Avoir le nombre de personnes qui se précipitaient hier dans la basilique d'Orcival, je doute. Non, pardon. Moi, c'est pas la saison du tourisme. Bon, c'est un gag. Mais, et donc, donc, en fait, on n'a plus tellement ces outils d'approbation. Alors, approuver l'autre en tant qu'être humain à part entière, membre de la collectivité, membre de la même communauté que moi, eh bien, je vais pouvoir le faire en montrant d'abord que moi, je suis un être humain à l'autre. Montrer que je suis un être humain à l'autre, c'est montrer à l'autre que je ne suis pas seulement un professionnel, mais que je suis aussi un être vulnérable, que je suis aussi un migrant, que je suis aussi mortel, pour reprendre ces 3 exemples. Alors, comment est-ce que je vais faire pour montrer... non, peut-être une chose. Quand vous rencontrez quelqu'un dans votre travail, je dis toujours que le lien que vous établissez avec la personne que vous avez en face de vous, ou la communauté que vous avez en face de vous, eh bien, en fait, c'est un lien qui a 2 faces. La première face, c'est une face que j'appelle un peu péjorativement, mais je ne devrais pas, utilitaire. Vous êtes théoriquement infirmière pour apporter des soins à une population X. Vous êtes théoriquement assistant social pour pouvoir faire tel ou tel travail avec une population Y. Vous êtes théoriquement pédopsychiatre pour apporter des soins psychiques à des mômes. C'est la face utilitaire. Et on ne parle que de cette face utilitaire dans notre formation. Or, derrière tout ça, il y a la face sociale du lien. C'est un lien simplement entre 2 êtres humains. Et j'ai envie de dire, la première chose qu'il faut faire, et surtout quand on est avec des personnes qui sont dans la précarité et l'exclusion, mais pas seulement avec eux, c'est soigner cette face sociale du lien. Cette face sociale du lien. Et cette face sociale du lien va donc dire, travailler sur les échanges de dons et contre-dons avec la personne que j'ai en face de moi, mais c'est pas, évidemment... lui offrir des carottes quand j'ai un potager, en tant que pédopsychiatre. C'est penser que le don, c'est pas seulement les objets. Et ça, c'était malheureusement, même les anthropologues en ont assez peu parlé, c'est qu'il y a une catégorie de choses qu'on n'arrête pas de se donner, ce sont des paroles. Et je pense qu'il s'agit de considérer beaucoup de nos paroles comme des dons. D'ailleurs, pourquoi il y a don? Parce que de paroles, parce qu'il y en a beaucoup que l'on garde. Et Dieu merci, parce que si en ce moment tout le monde disait ce qu'il est en train de penser, la cacophonie, vous imaginez. Donc on donne que un certain nombre de paroles. Alors toutes les paroles ne sont pas données. Il y a aussi des paroles qui sont extorquées. Si vous avez un policier qui vous interroge parce que, je sais pas, vous êtes dans un quartier où il y a eu un cambriolage, et puis vous avez beau avoir une tête de Clermontois inclus, on vous interroge quand même, eh bien vous avez intérêt de répondre. Mais les réponses que vous faites aux policiers, ce n'est évidemment pas un don, c'est un dû. Quand vous posez des questions, et j'ai envie de dire n'importe quelle question, même des questions ouvertes, en général, la réponse n'est plus un don, elle est un dû.
si vous allez chez un médecin et le médecin vous dit vous avez un peu de tout comme moi, et puis le médecin vous dit mais vous fumez. D'abord, il sent que probablement que j'ai une haleine de cigarette, donc je ne peux pas tellement lui mentir. Éventuellement, je peux lui mentir sur le nombre de cigarettes que je fume. Mais en tout cas, si je lui dis ça ne vous regarde pas, il risque de dire allez voir quelqu'un d'autre, grosso modo. Et donc, ce qu'on fait bien souvent dans nos professions, on adore poser des questions. En posant des questions, eh bien, on est d'abord en train de nouveau creuser la symétrie entre celui qui questionne et celui qui répond. Et c'est pas pour rien qu'au Moyen-Âge, on parlait de la torture de la question. La question, c'est celui qui a le pouvoir qui les pose. Et puis, en plus, on empêche les autres de nous faire des dons de parole. On fait que les paroles seront des dus. Et c'est quelque chose d'assez problématique. Donc, je dis toujours, mais ça, on ne va pas tellement pouvoir voir aujourd'hui, que le meilleur entretien, c'est celui où on ne pose pas de questions. Et il s'agit de s'exercer pour faire des entretiens sans questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait si l'autre demeure silencieux? Eh bien, j'ai envie de dire, on parle de temps en temps un peu de soi. Alors, je reviens. Juste, encore une dernière... J'aurais parlé plus d'1h30, mais ça fait rien. Si les paroles sont des dons, là, je fais référence justement à Godelier, dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais donc trouvé des livres dans sa bibliothèque quand il est mort. Il avait étudié les sciences sociales, plus un petit journal. Et Godelier, dans un livre ultérieur à la mort de mon frère, donc ce livre qui s'appelle L'énigme du don, il dit les auteurs sur le don, c'est bien joli, ils parlent du don, mais en fait, les objets donnés ne sont pas équivalents. Et il va dire qu'il y a 3 catégories d'objets qui peuvent être donnés, ce qu'il appelle des objets monnaies, des objets précieux et des objets sacrés. Et moi, j'ai transféré ça dans les paroles, vu que les paroles sont des paroles dons, ou peuvent être des paroles dons, en disant qu'il y a des paroles monnaies, des paroles précieuses et des paroles sacrées. Alors, les objets monnaies et les paroles monnaies, ce sont des objets ou des paroles qui n'ont pas d'autre valeur que leur valeur nominale ou que la signification claire des mots qui sont dits. Grosso modo, monnaie, pourquoi il utilise ce mot de monnaie? Parce qu'une pièce de 2 € vaut théoriquement toujours 2 €. Et vous vous préoccupez absolument, il n'y a aucune valeur affective liée à la pièce de 2 € qui se trouve dans votre porte-monnaie. Seule exception, si vous avez hérité une pièce de 5 francs, anciens francs français de votre arrière-grand-père, etc., que vous avez dans un tiroir, évidemment là c'est plus un objet monnaie, c'est un objet précieux, comme je vous décrivais tout à l'heure. Donc on s'en fiche de savoir si le propriétaire antérieur était un grand philanthrope ou un truand. Vous en fichez de ça quand vous avez votre argent dans votre porte-monnaie. Les paroles monnaie, c'est par exemple, il est 12h07, c'est une parole monnaie. Mais tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est une parole monnaie, parce que ce que je dis ne veut, en principe, ça ne porte rien de plus que le message que j'essaie de vous transmettre. Et en tout cas, ces paroles ne sont pas nourries forcément par la valeur que j'accorde au lien avec vous. Parce que ça, c'est la grande différence avec les objets précieux et son synonyme, des objets précieux ou des paroles précieuses. Les objets précieux, selon Godelier, ce sont donc des objets qui portent en eux la valeur accordée au lien par celui qui donne l'objet à X ou Y. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un ami proche qui vous fait un cadeau où il pense à vous et il choisit un objet qu'il est convaincu que ça devrait lui faire plaisir, mais qui symbolise aussi la valeur accordée au lien que vous avez avec lui. Et cet objet précieux, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Même si le bibelot qu'il vous a offert, vous le trouvez absolument moche,
vous ne pouvez pas aller le vendre à la brocante le lendemain ou le foutre à la poubelle. Ça serait détruire le lien. Vous ne pouvez pas en faire un cadeau aux prochaines visites que vous aurez chez vous. Ah tiens, il traîne par là ce truc-là qui vraiment me plaît pas. Alors, par analogie, les paroles précieuses, ce sont des paroles qui portent en elles la valeur que j'accorde au lien avec autrui. Ces paroles qui portent en elles la valeur du lien que j'accorde à autrui, c'est des paroles où je me découvre. Quand je parle à quelqu'un de mes soucis, que je parle à quelqu'un de mes sentiments d'impuissance, que je parle à quelqu'un de mes émotions, que ce soit mes grandes joies ou mes grandes tristesses, si je parle à quelqu'un de mes incompétences, si je parle à quelqu'un de mes valeurs, eh bien, évidemment, je ne peux le faire qu'à quelqu'un en qui j'ai confiance. Évidemment, si je sais pas, admettons que l'un d'entre vous, vous êtes collègues, hein, les deux. Admettons qu'avant d'arriver ce matin, là, ton prénom c'est Cédric. Je me mets vite à tutoyer les gens, ça va avec la théorie des paroles précieuses. Alors, en arrivant ce matin, il y a Cédric qui vient vers Elvire, et puis il n'y a encore pas trop de monde ici, le conférencier n'est encore pas arrivé. Est-ce qu'il va arriver? T'as trouvé ce coin? Et puis Cédric, il dit, il raconte à Elvire qu'il a eu vraiment de super soucis hier dans sa famille, je sais pas quoi, enfin bref, et puis qu'il a vraiment pas envie d'être là ce matin. Ah mais quand même, pour faire plaisir à Elvire, il va quand même rester, parce que... Et puis ne voilà-t-il pas que... Tout à l'heure, à midi, notre ami de la ARS, qui vient trouver Cédric, et puis qui lui dit, alors, il paraît que tu as eu des soucis de famille hier, tu veux mon aide? Cédric, il n'ira jamais plus raconter quoi que ce soit à Elvire. D'ailleurs, les chefs d'habitude racontent jamais quelque chose aux autres. Hein. Donc on parle de ses soucis qu'à quelqu'un qui pourrait garder ça pour lui, et parce qu'on lui fait confiance. Donc des paroles précieuses, on sait ce que c'est, parce qu'on ne peut pas les transmettre à un tiers. Les seuls qui n'ont pas pigé ça, les professionnels. De la santé, du social, de l'éducation. On a dû inventer le secret professionnel pour qu'on tienne notre langue. Alors que même les enfants, ils savent que quand X dit à Y, « Oh, tu sais, je suis amoureux d'Arthur », enfin, c'est ma fille de 7 ans qui racontait ça l'autre jour, elle sait très bien que il faut pas, si je veux être amoureuse d'Arthur, il ne faut pas que la personne à qui on a dit ça le rapporte à un tiers. Et à 7 ans, on sait déjà qu'il faut déjà faire attention, que si elle raconte ça au malheureux Lucas qui est dans la classe aussi, et qui est une sacrée peste, eh bien ça va, toute la classe va le savoir le lendemain. Mais les professionnels, on n'a pas compris. Bref, en général, ce qui se passe dans nos relations avec autrui, avec nos publics, eh bien, les personnes qu'on a en face de nous nous offrent beaucoup de paroles précieuses. Elles nous parlent de leurs soucis, de leurs valeurs, de leurs sentiments d'impuissance, parfois de leur joie, du plaisir qu'on soit venu chez elles, qu'on se rencontre, etc. Mais nous-mêmes, quand on ne pose pas de questions et qu'on transforme leurs dons en dû, c'est vachement mieux quand même, on garde plus de pouvoir, eh bien, on donne des paroles monnaie. Parce qu'on a appris dans nos professions à ne pas parler de soi. Et en ne parlant pas de soi, en maintenant la distance adéquate, on se demande bien si c'est la distance d'Issy au Puy-de-Dôme ou bien au pôle Sud, eh bien, en apprenant l'histoire de la distance adéquate, on n'apprend pas à créer une relation entre deux êtres humains qui créent un lien social qui sera le socle pour un travail commun. Et donc moi, j'ai commencé à apprendre, à oser dire que j'étais pas toujours un bon père, que
à des parents que j'avais des fois un sentiment d'assez grande impuissance vis-à-vis de mes filles. Je ne parle pas de mes fils parce que j'en ai pas. Que je peux des fois saisir que c'est difficile d'élaborer un deuil parce que j'ai eu un deuil difficile à faire. Enfin, je parlais de mon frère. Mais je peux aussi dire, mais je ne peux pas non plus qu'on compte complètement votre expérience parce que, moi, je ne me suis jamais trouvé en situation de précarité comme vous. Et quand j'ai migré au Nicaragua, j'ai tout de suite été accueilli comme un prince, même si je venais de finir ma pédopsychiatrie. On m'a tout de suite demandé de donner des cours aux étudiants en pédopsychiatrie parce qu'il n'y avait pas d'autres donneurs des enseignants. Donc j'étais mis sur un piédestal. Alors que le médecin qui vient d'ailleurs et qui se retrouve en France, il n'a peut-être pas son papier qui n'est pas reconnu, puis il doit aller faire la plonge dans un bistrot. Il y a donc là aussi des changements de statut et de place dans la société. Donc, oser pouvoir se découvrir. Et c'est ça, en fait, les paroles précieuses. Alors, j'ai dit qu'il y avait 3 catégories de paroles. La 3e catégorie, c'est les paroles sacrées, par analogie des objets sacrés. Je ne vais pas insister beaucoup, mais c'est juste pour dire que c'est les objets sacrés pour Godelier, c'est des objets qui ne sortent pas de la communauté parce qu'ils représentent le double imaginaire de la communauté. Il n'y en a plus beaucoup dans notre société, mais grosso modo, ça peut être un qui reste, c'est l'alliance. Quand un couple s'échange au mariage, cette alliance symbolise le couple. Mais ça peut aussi être la croix, ça peut être le drapeau, ça peut être un tas de choses. Mais grosso modo, si je prends cette histoire d'alliance, eh bien, ça symbolise vraiment le couple. Et même si on se sépare, on ne va pas donner l'alliance à son conjoint suivant. Enfin bref, ça reste le couple qui a été constitué. Alors, ces objets sacrés ne sortent pas de la communauté considérée. Bien, des paroles sacrées sont aussi des paroles qui ne sortent pas de la famille, du couple, de la communauté. Et on en a besoin, parce que ça définit à quelque part notre essence commune. Nous, en tant que professionnels, non seulement on ne reconnaît pas le précieux qu'on reçoit, on offre de la monnaie, mais on ne s'en contente pas. On n'aime pas qu'on nous fasse des secrets. On a envie d'aller en plus fouiller dans la valise sacrée des gens. Alors, plus les psys que vous, mais les psychiatres, on est terribles. Bon, bref. Donc, éviter d'aller fouiller dans la valise sacrée d'autrui et puis faire attention aux questions parce qu'elle peut toucher au sacré sans qu'on s'en aperçoive. Alors, pour conclure, donc je vous propose d'essayer des paroles précieuses. Je vous propose de... Il y a un autre terme qui a été utilisé ce matin que j'aime pas, c'est empathie. J'aime pas empathie parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Moi, je peux toujours avoir l'impression d'être empathique, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est si l'autre s'aperçoit que je suis empathique. Mais comment il va s'apercevoir? Je ne vais pas lui demander, vous me trouvez empathique? Donc, la seule façon que l'on peut faire, c'est de montrer qu'on considère l'autre, justement en lui offrant du précieux. Pour moi, c'est plus clair comme définition de l'empathie. C'est d'assurer une certaine horizontalité et réciprocité. Alors, je ne vous dis pas de parler toujours de vous. Je sens que vous allez me dire ça après. Il suffit de moments signifiants où on dit quelque chose de soi et ça peut, à ce moment-là, créer le lien. Je pourrais donner des exemples peut-être en fin de journée. Et alors, la dernière chose, il y a encore une forme de reconnaissance mutuelle que je n'ai pas mentionnée, c'est une forme qu'on connaît très très bien, c'est la gratitude. La gratitude, donc évidemment la gratitude, c'est une façon de montrer de la gratitude, c'est évidemment montrer de la reconnaissance à autrui. Eh bien, si on considère que les autres, quand ils nous parlent de leurs difficultés, de leurs soucis, du fait qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter de fumer, qu'ils n'arrivent pas à mettre la ceinture, qu'ils n'arrivent pas, etc., qui nous font donc toute une série de paroles précieuses, eh bien, je considère ça, on peut considérer ça comme un don à quelqu'un qu'il considère, donc je puis au moins lui exprimer de la gratitude pour la confiance qu'il me fait, et ne pas considérer ces paroles comme un dû. Et donc, apprendre à remercier les personnes avec qui on travaille pour la confiance qu'ils nous font. Merci.